Le jour de mes 18 ans, j'ai secrètement déplacé mon héritage de 8 500 000 $ dans une fiducie bloquée. Mon père avait déjà acheté un manoir à ma sœur, et ma mère avait contracté des prêts massifs sur de l'argent qu'ils ne possédaient pas. Quand la banque les a refusés à 9 h du matin, leurs visages sont devenus d'une. Mais la vérité est que cette explosion ne s'est pas produite du jour au lendemain. Elle s'est construite sur 18 ans de conflits familiaux basés sur le fait qu'ils me traitaient comme un coffre-fort ambulant. Ils n'avaient simplement pas encore reçu la combinaison. Et ce matin-là, j'ai changé la serrure de façon permanente. Il était exactement 4h04 du matin. J'étais assise sur le bord de mon matelas dans l'obscurité totale de ma chambre, une pièce qui n'avait pas été redécorée ou repeinte depuis que j'avais 9 ans. La seule source de lumière était la lueur bleue artificielle et crue de l'écran de mon ordinateur portable, qui projetait de longues ombres déformées contre le papier peint qui s'écaillait. Le reste de la maison était entièrement silencieux, enveloppé dans cette immobilité profonde et lourde qui n'existe qu'aux petites heures du matin. Je pouvais entendre faiblement le bourdonnement de l'unité de chauffage centrale qui se mettait en marche quelque part au sous-sol, une basse vibration qui montait à travers le plancher et jusqu'à la plante de mes pieds nus. Au bout du couloir, ma sœur aînée, Calista, dormait profondément dans sa suite conçue sur mesure, rêvant probablement du dressing en marbre italien importé dont elle se vantait sans cesse auprès de ses abonnés en ligne depuis 3 semaines. En bas, dans la vaste chambre principale, mes parents, Orson et Mir, dormaient aussi profondément, se reposant pour ce qu'ils croyaient fermement et arrogamment être le triomphe financier le plus grand et le plus facile de toute leur vie. Mes doigts planaient légèrement au-dessus du pavé tactile de l'ordinateur portable. Je fixais le document juridique électronique final envoyé par mon avocate. C'était un fichier fortement crypté nécessitant un code d'authentification à 2 facteurs que je venais de taper avec des mains tremblantes. Ce simple document numérique était l'instrument qui prendrait les 8 500 000 $ que ma grand-mère m'avait laissés et les enfermerait dans une fiducie aveugle irrévocable. Mon cœur battait si violemment contre mes côtes que je pouvais littéralement entendre le sang affluer et rugir dans mes oreilles. Je sentais un nœud d'anxiété serré, presque douloureux, peser au centre de ma poitrine, rendant difficile de prendre une profonde inspiration. Mais une vague de clarté pure, indéniable et absolue traversait agressivement cette panique physique. D'aussi loin que je me souvienne, j'avais été l'enfant invisible dans cette maison. J'étais le bouc émissaire classique, le punching ball pratique pour les mauvais jours de tout le monde. J'étais celle dont les réussites académiques et professionnelles étaient complètement balayées comme des attentes de base, tandis que mes plus petites erreurs ou échecs étaient scrutés sous un microscope sévère et impitoyable. Calista, d'autre part, était l'enfant en or. Elle se proclamait bruyamment influenceuse de style de vie, ce qui signifiait essentiellement qu'elle passait ses journées à déballer du maquillage gratuit devant la caméra, à se plaindre de la lumière naturelle dans sa chambre et à accumuler d'immenses dettes de cartes de crédit que mes parents payaient avec empressement. Moi, à l'inverse, j'étais coordinatrice logistique pour une entreprise de fret régionale. Je passais mes longues et pénibles journées à suivre des conteneurs d'expédition massifs, à gérer les horaires de chauffeurs de camions épuisés, à négocier avec des entrepôts en retard et à respirer l'odeur permanente de carburant diesel, d'asphalte chaud et de poussière d'entrepôt. J'avais gravi les échelons, passant d'emballeuse d'entrepôt à temps partiel à 16 ans à un poste de direction respecté à l'âge de 17 ans. Je travaillais sans relâche car c'était la seule façon que je connaissais pour survivre dans une maison où l'amour était entièrement conditionné par la conformité. Ma grand-mère, la femme remarquable qui avait bâti un immense empire de la boulangerie industrielle à partir d'un unique et modeste four en briques dans les années 1970, voyait exactement ce qui se passait dans notre maison. Elle possédait une intelligence vive et impitoyable, et elle ne tolérait absolument aucun imbécile. Pendant les dîners de famille, elle s'asseyait tranquillement au bout de la table, sirotant son café noir, regardant mes parents donner à Calista des cartes de crédit platine sans fin pour acheter des chaussures de créateur. Tandis que je portais discrètement des vêtements que j'achetais moi-même dans des friperies locales. Elle me regardait frotter méticuleusement la lourde graisse noire sous mes ongles après un quart de travail brutal de 10 heures sur le quai de chargement, tandis que Calista laissait ses nouveaux sacs à main de créateur négligemment jetés sur le canapé du salon, s'attendant pleinement à ce que notre femme de ménage sous-payait les ranges. Ma grand-mère méprisait la façon dont mes parents avaient élevé Calista pour en faire une parasite inutile. Et elle méprisait encore plus la façon dont ils me traitaient comme une servante non rémunérée. Quand elle est décédée il y a 3 ans, la lecture officielle de son testament a eu l'effet d'une grenade dégoupillée dans le bureau de l'avocat au panneau d'acajou. Elle a complètement contourné mon père, son propre fils. Elle a complètement contourné Calista. Elle a laissé l'intégralité de son immense patrimoine,
légalement liquidé en 8 500 000 $ en espèces et en obligations à haut rendement, uniquement et exclusivement à moi. Mais il y avait une condition juridique importante attachée à l'argent. Je ne pouvais accéder, toucher ou diriger un seul centime avant le jour exact de mon 18e anniversaire. Mes parents avaient passé les 3 années suivantes à traiter agressivement cet argent bloqué comme s'il s'agissait d'un actif familial commun et facilement disponible. Ils en parlaient ouvertement à table avec un niveau de droit horrifiant et écœurant. Ils planifiaient des rénovations domiciliaires importantes, des vacances de luxe en Europe et des investissements immobiliers à haut risque en m'excluant entièrement et délibérément de la conversation. L'humiliation quotidienne de rester assise là à manger un dîner silencieux pendant qu'ils se partageaient littéralement mon avenir juste devant mon visage était un tourment psychologique qui a lentement endurci mon cœur. Ils ne me voyaient pas comme une fille vivante et respirante avec ses propres rêves et son autonomie, mais purement comme un enclos temporaire pour leur richesse imminente. J'ai pris une profonde inspiration tremblante, laissant l'air frais et vicié du matin remplir complètement mes poumons. J'ai baissé les yeux sur mes mains, illuminées par la lumière bleue crue de l'écran. Elles étaient très calleuses, légèrement marquées par des années de coupures de carton, de levage de lourdes palettes en bois et de traction de sangles d'expédition serrées. C'étaient les mains indéniables de quelqu'un qui travaillait pour gagner sa vie. J'ai fermé les yeux une fraction de seconde et j'ai pensé aux doigts parfaitement manucurés et ridiculement doux de Calista, pointant agressivement des brochures immobilières brillantes tandis que nos parents hochaient la tête comme des serviteurs obéissants. J'ai déplacé le curseur dans le coin inférieur droit de la page numérique. J'ai cliqué fermement sur la case de signature électronique. La page du navigateur a chargé pendant 3 secondes interminables et angoissantes. La petite roue qui tournait se moquait des battements de mon cœur. Puis l'écran a affiché un vert uni brillant, transfert terminé. L'argent était parti. Déplacé, légalement détaché de tout ce que mes parents pourraient jamais essayer de réclamer, de poursuivre en justice ou de manipuler. Un poids lourd et incroyable s'est soulevé de mes épaules, immédiatement remplacé par une anticipation froide, vive et terrifiante. J'ai fermé l'ordinateur portable, le doux clic du plastique résonnant bruyamment dans la pièce silencieuse. L'argent était enfin en sécurité, mais je savais que le tremblement de terre arriverait exactement à 9 h du matin, et la seule question qui restait était de savoir si je serais assez forte pour me tenir dans les décombres et regarder leur monde entier s'effondrer. Le soleil a commencé à se lever vers 6 h 30 du matin, projetant une faible lumière grise à travers les stores en plastique bon marché de ma chambre. Je n'avais pas dormi une seule minute depuis la signature de ces documents. J'étais juste restée assise là, sur le bord du lit, à écouter la maison s'animer lentement. Je me suis finalement levé, mes articulations craquant légèrement, et je me suis habillé avec mes vêtements de travail habituels et lourds, un jean épais, des bottes à embouts d'acier éraflés et une simple chemise en coton noir. Je pouvais entendre les bruits familiers et agressifs de la maison qui se réveillaient autour de moi. J'ai entendu les pas lourds et déterminés de mon père, Orson, arpentant les parquets de la cuisine en bas. J'ai entendu la voix aiguë, exigeante et constamment irritée de ma mère, Mire, crier après la machine à expresso coûteuse parce qu'elle mettait trop de temps à chauffer. Je suis descendu, mes bottes lourdes faisant un bruit sourd sur les marches recouvertes de moquettes. Quand j'ai poussé la porte battante et suis entré dans l'immense cuisine bordée de marbre, c'était une scène d'excitation électrique et chaotique. Mon père, qui travaillait comme directeur régional pour une entreprise de fourniture de cuisine commerciale en difficulté, était vêtu d'un costume sur mesure impeccable et ridiculement cher que je savais pertinemment avoir été acheté avec une carte de crédit à taux d'intérêt élevé. Il faisait les 100 pas devant l'îlot avec son téléphone pressé contre son oreille, hochant agressivement la tête à quiconque se trouvait à l'autre bout du fil. Ma mère, une agente immobilière locale qui se souciait beaucoup plus des potins du country club et de ses manucures que de conclure de véritables ventes immobilières, remuait agressivement un latte glacé à la vanille dans un grand verre. Elle a levé les yeux quand je suis entré, me scrutant de haut en bas. Son nez s'est légèrement plissé dans cette expression profondément familière et profondément douloureuse de dédain absolu qu'elle me réservait toujours. « Joyeux anniversaire » dit-elle, bien que cela sonnât beaucoup plus comme un péage qu'elle devait payer plutôt qu'une salutation sincère d'une mère à sa fille. « As-tu déjà vérifié tes emails personnels ce matin ? Nous devons vraiment nous asseoir et passer en revue le calendrier final des transferts aujourd'hui avant que les banques ne soient trop occupées. » J'ai marché tranquillement vers le réfrigérateur en acier inoxydable et j'ai sorti une bouteille d'eau en plastique. « Pas encore, dis-je prudemment, en gardant ma voix parfaitement plate et dépourvue de toute émotion. Je dois être au bureau de répartition avant 8 h ce matin. Nous avons 3 expéditions inter-États retardées que je dois personnellement réacheminer avant que les chauffeurs n'atteignent la fin de leurs heures de conduite légale.
Ma mère a éclaté d'un rire théâtral et moqueur qui a résonné contre les hauts plafonds. « Oh, s'il te plaît, Saskia, soupira-t-elle en roulant les yeux de façon spectaculaire. Tu peux enfin quitter ce cauchemar de col bleu dégoûtant aujourd'hui. Ton père et moi avons déjà longuement parlé à un gestionnaire de patrimoine senior en ville. Nous mettons en place un fonds familial complet. Tu n'auras plus jamais à sentir les gaz d'échappement, le café bon marché et la poussière d'entrepôt. » Calista est entrée dans la cuisine à ce moment précis. Elle portait une robe de chambre en soie fluide qui coûtait probablement plus cher que mon assurance auto mensuelle, ses cheveux parfaitement coiffés bien qu'elle vienne de se réveiller. Elle a complètement ignoré mon existence, ne jetant même pas un regard dans ma direction, et s'est dirigée droit vers notre père. « Papa, l'architecte d'intérieur m'a encore envoyé un email, se plaignit-elle en s'appuyant lourdement contre le comptoir en granit et en faisant la moue. Ils ont dit qu'ils avaient absolument besoin de la compte virée avant midi aujourd'hui si nous voulons cette dalle de marbre spécifique importée d'Italie pour la salle de bain principale. Si nous attendons, un autre acheteur va la prendre. » Mon père a levé un seul index vers Calista, lui faisant signe d'attendre pendant qu'il terminait son appel téléphonique. « C'est fait, dit-il avec confiance dans le téléphone, raccrochant avec un énorme sourire suffisant qui s'étalait sur son visage. « Ne t'inquiète pas pour le marbre, ma chérie. Les fonds seront crédités sur les comptes au plus tard à 9h30 ce matin. Nous sommes en or. » Dit à l'architecte d'établir la facture finale. Il a tourné son attention vers moi, ses yeux brillant d'une énergie avide, terrifiante, presque maniaque. L'humiliation profonde que j'ai ressentie à ce moment-là était une brûlure douloureusement familière au fond de ma gorge. Je venais d'être officiellement promue directrice de la logistique il y a 2 jours. J'avais réduit les retards d'expédition de toute la région de 20% en un seul trimestre. C'était une réussite professionnelle massive et incroyablement difficile pour une adolescente travaillant dans une industrie notoirement difficile. Pas une seule fois ils ne m'avaient posé de questions à ce sujet. Pas une seule fois ils n'avaient dit qu'ils étaient fiers de mon éthique de travail. Pour eux, mon travail épuisant n'était qu'un petit secret sale, un passe-temps insignifiant de paysan pour m'occuper jusqu'à ce que l'argent réel se débloque et qu'ils puissent enfin en prendre le contrôle. Je me suis adossé au réfrigérateur, dévissant le bouchon de ma bouteille d'eau, les regardant silencieusement jouer leur pathétique pantomime d'extrême richesse. Ils étaient si incroyablement confiants, si profondément, arrogamment et aveuglément sûrs que je leur remettrais simplement des millions de dollars parce qu'ils l'exigeaient. C'était le conflit familial tacite ultime, une guerre silencieuse et vicieuse de leurs droits toxiques contre mon besoin désespéré d'indépendance. Et ils ne réalisaient même pas qu'ils étaient en train de danser des claquettes sur une mine antipersonnelle active. « Alors, papa, dis-je nonchalamment en prenant une lente et délibérée gorgée de mon eau froide. Qu'est-ce qui est crédité exactement à 9h30 ? Mon père gloussa, ajustant sa cravate en soie coûteuse dans le reflet de la porte du micro-ondes. Juste quelques affaires familiales complexes, Saskia. Ne t'inquiète pas des détails. Maintenant que tu es officiellement une adulte légale, nous réorganisons tout le portefeuille familial pour maximiser nos investissements. Nous nous assiérons dans la salle à manger ce soir après le dîner et obtiendrons toutes tes signatures sur les documents du fonds. Il est enfin temps que nous commencions à vivre comme les personnes que nous sommes censés être. Ils ne demandaient pas ma permission. Ils m'informaient strictement de mon emploi du temps. Ils avaient passé toute ma vie à m'apprendre violemment que mes limites personnelles n'existaient pas, que mon seul but sur cette terre était de servir le récit financier et social de cette famille. J'ai regardé Calista, qui était maintenant occupée à prendre un selfie avec son latte, essayant de trouver le meilleur éclairage dans la cuisine. Complètement inconsciente du fait horrible que toute son existence somptueuse était actuellement financée par les illusions financières absolues de nos parents. J'ai posé lourdement ma bouteille d'eau sur le comptoir. Le plastique dur a fait un bruit sec et agressif contre le granit poli. « Je dois aller travailler, dis-je froidement. » Ma mère soupira bruyamment et roula à nouveau les yeux. « Très bien, va jouer à l'entrepôt. Assure-toi juste d'être à la maison à 18h pile, Saskia. Nous avons une énorme pile de paperasse légale à te faire traiter, et nous ne pouvons nous permettre aucun retard. » J'ai attrapé mes clés de voiture chaudes dans le bol en céramique près de la porte d'entrée sans dire un autre mot. Je suis sorti dans l'air frais du matin et suis monté dans ma berline cabossée de 10 ans. Alors que j'étais assise sur le siège du conducteur, agrippant le cuir usé et craquelé du volant, j'ai regardé l'immense maison. Les lumières brillaient aux fenêtres de la cuisine. Les gens à l'intérieur célébraient bruyamment une victoire qu'ils n'avaient pas réellement remportée, utilisant arrogamment un prix massif qu'ils ne possédaient pas légalement.
Il me voyait non pas comme une fille, mais comme un coffre-fort avec un minuteur retardé, et le minuteur était sur le point de s'épuiser. Le trajet jusqu'au centre de distribution logistique a duré exactement 45 minutes. J'ai baissé toutes les vitres, laissant l'air froid et mordant du matin me frapper violemment le visage, essayant désespérément de chasser de mon nez l'odeur persistante et suffocante du parfum floral incroyablement cher de ma mère. Alors que la longue portion d'autoroute se déroulait devant moi, passant devant des centres commerciaux gris et des usines endormies, mon esprit a inévitablement dérivé vers le moment terrifiant exact, il y a 3 mois, où le lourd bandeau avait été violemment et définitivement arraché de mes yeux. C'était un mardi après-midi violemment pluvieux de fin mai. J'étais rentré 3 heures plus tôt de l'entrepôt parce qu'un violent orage inattendu avait complètement coupé le réseau électrique dans le parc industriel, nous forçant à fermer entièrement les quais de chargement. La maison était complètement sombre et silencieuse quand je suis entré. J'ai enlevé mes bottes mouillées et boueuses dans le vestiaire latéral et j'ai marché doucement en chaussettes dans le long couloir vers la cuisine, espérant juste prendre un sandwich et me retirer dans ma chambre. C'est exactement à ce moment-là que j'ai entendu la voix de mon père résonner depuis son bureau à domicile. La lourde porte en chêne était entr'ouverte d'un seul pouce. Il était sur haut-parleur, son ton incroyablement mielleux, trop amical et dégoulinant de désespoir. C'était la voix exacte qu'il utilisait constamment lorsqu'il essayait de conclure un contrat de cuisine commerciale difficile avec un propriétaire de restaurant hésitant. « Oui, absolument, David. Je vous assure, disait mon père à voix haute. La compte est officiellement virée. 100 000 $ exactement comme demandé. Nous sommes absolument ravis de la propriété. Calista a déjà choisi un aménagement paysager personnalisé pour le jardin. » Je me suis arrêté net, mes chaussettes mouillées glacées contre le parquet. 100 000 $. Mes parents étaient profondément et désespérément endettés. Ils louaient leur voiture de luxe. Ils avaient discrètement contracté une deuxième hypothèque sur la maison il y a 3 ans, et les commissions de vente de mon père n'avaient cessé de diminuer en raison d'une économie défaillante. Où diable avait-il magiquement trouvé 100 000 $ en espèces pour un acompte sur une maison? L'homme au téléphone, David, gloussa doucement. Eh bien, Orson, c'est un manoir magnifique et très recherché. 7 chambres, piscine à débordement privé, une maison d'amis indépendante. Mais je dois vous poser une question concernant les documents de clôture finaux. Les 3 200 000 $ restants. La condition suspensive de financement que vous avez soumise est un peu orthodoxe pour une propriété de cette ampleur. Mon père a ri. Un son doux et étudié qui m'a donné la chair de poule. Pas du tout, David. C'est un prêt relais standard à court terme garanti par des actifs entrants garantis et fortement documentés. Ma plus jeune fille a 18 ans en août. La fiducie se liquide légalement. La masse de fonds arrive directement sur mes comptes personnels. Et le paiement final est viré directement à votre agence. C'est du solide. Nous clôturons le 20 août. Pas d'accroc. Je vous le promets. J'ai senti tout le sang se vider rapidement de mon visage, me laissant étourdi et la tête légère. J'ai pressé aveuglément mon dos contre le mur froid du couloir, mes mains tremblant de manière incontrôlable. Il achetait un manoir de 3 200 000 $ pour Calista. Et il utilisait arrogamment mon héritage, de l'argent qu'il ne possédait pas légalement, de l'argent que je n'avais jamais accepté de lui donner, comme garantie principale pour un prêt relais massif à taux d'intérêt élevé. Une soudaine vague de nausées intense m'a envahi. J'avais désespérément besoin d'air. J'ai titubé loin de la porte du bureau, me dirigeant aveuglément vers la cuisine, mon esprit tournant à 1 million de miles à la minute. J'ai attrapé un verre dans le placard supérieur, mes mains tremblant si violemment que le verre a cliqueté bruyamment contre le comptoir en granit. En versant de l'eau froide du distributeur du réfrigérateur, mes yeux sont tombés sur une pile de courriers ouverts que ma mère avait négligemment laissés sur l'îlot central. Normalement, j'évitais strictement de regarder leurs courriers. Mais une enveloppe épaisse, lourde et surdimensionnée d'une grande banque commerciale nationale a immédiatement attiré mon attention. Le rabat était agressivement déchiré. En haut dépassait un accord de prêt commercial finalisé de plusieurs pages. Poussé par un instinct soudain et terrifiant, j'ai sorti la liasse de papier, mon cœur martelant douloureusement contre mes côtes. C'était un document de prêt complexe pour un investissement immobilier commercial massif dont ma mère parlait sans cesse depuis des années. Un rêve inaccessible qu'elle ne pourrait jamais se permettre avec son salaire médiocre d'agente immobilière. Le montant du prêt principal demandé était de 2 500 000 $. J'ai parcouru rapidement les pages juridiques denses,
mes yeux cherchant frénétiquement jusqu'à ce qu'ils atterrissent sur la section spécifique intitulée Vérification des actifs et garanties. Là, clairement écrit de l'écriture soignée, bouclée et indubitable de ma mère, se trouvait la source profondément choquante de la garantie. Libération d'héritage anticipée en août de cette année. En dessous, sur la ligne 4, valeur estimée, elle avait écrit 8 500 000 $. Elle avait intentionnellement falsifié une déclaration financière. Elle avait essentiellement commis une fraude hypothécaire fédérale en déclarant légalement des actifs massifs qui ne lui appartenaient pas, en se basant entièrement sur l'hypothèse arrogante et profondément erronée qu'elle pourrait m'intimider émotionnellement. Me manipuler et me forcer à signer l'argent à la seconde même où je serais légalement en mesure de le faire. Je suis resté là, dans la cuisine silencieuse et sombre, tenant les lourds documents physiques qui prouvaient sans l'ombre d'un doute que ma propre famille démantelait systématiquement et impitoyablement mon avenir. La trahison était si profonde, si profondément dévastatrice, qu'elle semblait purement physique, comme un couteau rouillé tournant lentement dans mes côtes. Ce n'était plus seulement un drame familial mesquin. C'était un vol financier grave. C'était une extraction prédatrice calculée de ma vie, de ma sécurité et de mon indépendance. Tout cela pour financer leurs pathétiques illusions de grandeur et d'ascension sociale. Ils avaient déjà dépensé ma vie. J'ai réalisé à ce moment terrifiant, isolant et totalement silencieux qu'ils ne s'arrêteraient absolument jamais. Si je leur donnais $1 million par culpabilité, ils en exigeraient immédiatement 2. Si je remboursais le manoir massif, ils exigeraient un yacht de luxe. Je n'étais pas un être humain pour eux. J'étais une ligne de crédit illimitée et sans visage. J'ai soigneusement plié les lourds documents et les ai méticuleusement remis dans l'enveloppe exactement comme je les avais trouvés. Je suis retourné sous la pluie glaciale, suis monté dans ma voiture et j'ai conduit sans but jusqu'à ce que je trouve un parking calme et vide derrière un centre commercial abandonné. Je suis resté assis sur le siège du conducteur pendant 3 heures solides, écoutant la pluie battre violemment contre le toit métallique de ma voiture. J'ai pleuré jusqu'à ce que ma poitrine me fasse mal physiquement et que ma gorge soit complètement à vif. Mais quand les larmes chaudes se sont finalement arrêtées, quelque chose de tout à fait différent a pris le dessus. Une fureur froide, dure et absolument inflexible s'est installée dans mes os. J'ai décidé sur le champ. Ils avaient joyeusement hypothéqué mon avenir. Maintenant, ils paieraient avec le leur. Le lendemain matin, après avoir découvert les documents falsifiés, j'ai immédiatement appelé le bureau de répartition de l'entrepôt pour me déclarer malade. J'ai pris $300 que j'avais soigneusement économisés grâce à des mois d'heures supplémentaires épuisantes. Je me suis habillé avec mon meilleur pantalon le plus professionnel et un blazer bon marché que j'avais acheté dans un magasin discount local, et je me suis rendu directement au centre-ville animé. J'avais passé toute la nuit blanche à faire des recherches furieuses sur des avocats d'élite spécialisés en succession. Je ne voulais pas des avocats tapas à accent grave-l'œil et bruyants qui faisaient de la publicité sur les panneaux d'autoroute. J'ai spécifiquement cherché les avocats discrets, impitoyables et très intellectuels qui traitaient exclusivement des successions complexes et désordonnées des personnes fortunées. C'est exactement comme ça que j'ai trouvé Vespé. Son cabinet d'avocat était situé au 30e étage d'un immeuble en verre élégant et moderne du centre-ville, complètement dépourvu de toute décoration de mauvais goût ou de chaleur accueillante. Vespé elle-même était une femme imposante d'une 40aine d'années, vêtue d'un tailleur anthracite impeccable et bien coupé, ses cheveux sombres tirés en un chignon sévère. Elle ne m'a pas offert de café. Elle n'a pas souri et n'a pas tenté de faire de petites conversations polies. Elle s'est simplement assise derrière son immense et lourd bureau en chêne, a parfaitement croisé les mains et m'a regardé avec des yeux gris incroyablement perçants et analytiques. Dites-moi exactement pourquoi une jeune fille de 17 ans est assise dans mon bureau un mercredi matin, dit-elle, sa voix douce, basse et indéniablement dangereuse. J'ai ouvert la fermeture éclair de mon sac à dos usé et j'ai sorti le dossier manie épais et méticuleusement organisé que j'avais assemblé la veille. J'avais passé des heures à fouiller dans des registres de propriété publique complexes en ligne, à faire correspondre les dates et les noms avec les conversations surprises et les documents de prêt hautement illégaux que j'avais photographiés sur mon téléphone dans la cuisine. Ma grand-mère m'a laissé exactement 8 500 000 $, dis-je, forçant ma voix à rester remarquablement stable et froide. J'aurai légalement 18 ans en août prochain. Mes parents utilisent actuellement et activement cet argent spécifique pour obtenir agressivement des prêts de plusieurs millions de dollars pour des biens immobiliers de luxe et des actifs personnels. Ils partent du principe absolu que je leur céderai tous les fonds le matin même de mon anniversaire. Vespé a lentement haussé un seul sourcil. Elle a tendu la main,
a ouvert le dossier et a commencé à examiner méticuleusement les photographies imprimées des demandes de prêt et les registres de propriété complexes. Le lourd silence dans l'immense pièce s'est étiré pendant 10 minutes angoissantes. Je pouvais clairement entendre le faible tic-tac rythmique d'une horloge minimaliste sur le mur et le son lointain de la circulation urbaine bien en dessous. Finalement, elle a fermé le dossier d'un claquement sec. Elle a levé les yeux vers moi et pour la toute première fois, son expression sévèrement professionnelle s'est adoucie d'une fraction infime, presque imperceptible. « Saskia, dit-elle doucement, mais avec un poids immense. Il ne se contente pas d'emprunter votre argent. Il vole activement votre indépendance. C'est un niveau de droit financier toxique qui frise la sociopathie. Si votre mère a officiellement soumis cette demande de prêt en affirmant un contrôle direct sur des fonds restreints auxquels elle n'a absolument aucun droit légal, elle a commis une infraction fédérale grave. » J'ai senti une soudaine sueur froide et glaciale perler dans mon cou. Je sais, dis-je en déglutissant difficilement, mais je ne veux pas envoyer ma mère en prison fédérale. C'est une limite que je ne suis pas prête à franchir. Je veux juste les arrêter de façon permanente. Je veux construire un mur légal si incroyablement haut et épais qu'ils ne pourront jamais l'escalader ou le démolir. Vespé a hoché la tête lentement, un regard de profonde compréhension dans les yeux. Vous ne pouvez pas simplement laisser cette somme d'argent sur un compte bancaire standard et accessible. Si vous le faites, ils mèneront une guerre incessante de terrorisme émotionnel. Ils vous menaceront violemment. Ils utiliseront la culpabilité comme une arme. Ils vous crieront dessus jusqu'à ce que votre esprit se brise. J'ai vu cela arriver une centaine de fois à des personnes plus fortes que vous. Nous avons besoin d'une structure juridique absolument blindée et à toute épreuve. Une fiducie aveugle, complètement irrévocable. Elle s'est penchée en avant avec intensité, saisissant un bloc-notes juridique jaune et un lourd stylo plume. Nous établirons une fiducie spécialisée où vous serez la seule et unique bénéficiaire, mais vous nommerez légalement un fiduciaire d'entreprise indépendant pour la gérer. Une fois que la masse de fonds sera transférée dans cette fiducie fortifiée le matin de votre 18e anniversaire, ils seront définitivement bloqués. Vous ne pourrez pas vous-même la dissoudre facilement et vos parents ne pourront absolument pas y toucher. Ils ne pourront pas la poursuivre en justice et ils ne pourront certainement pas l'utiliser comme garantie pour leurs prêts frauduleux. Si une banque appelle pour vérifier les actifs pour leur demande en attente, la réponse formelle du fiduciaire sera un refus plat et indéniable. À quelle vitesse pouvons-nous la mettre en place complètement, demandai-je, me penchant plus près du lourd bureau en chêne, mon cœur s'emballant avec une soudaine montée d'espoir. Vespé a souri, un sourire vif et incroyablement prédateur qui m'a instantanément fait profondément plaisir qu'elle se batte de mon côté. Nous aurons tout le cadre complexe prêt en exactement 2 semaines. Le matin de votre 18e anniversaire, à la seconde même où l'horloge sonnera minuit et que vous serez reconnu comme une adulte légale, vous exécuterez le transfert final par voie électronique. Le temps qu'ils se réveillent et tentent de finaliser leur prêt frauduleux, l'argent sera scellé en permanence dans un coffre-fort dont ils n'ont pas le code. Pendant les 3 mois suivants, qui furent atroces, j'ai mené une double vie très stressante. À la maison, j'ai magistralement joué la fille silencieuse, complètement docile et abattue. J'ai laissé ma mère dénigrer cruellement mon travail à l'entrepôt sans répondre. J'ai laissé Calista se moquer vicieusement de mes vêtements bon marché. J'ai supporté des dîners angoissants d'1 heure où mon père se vantait arrogamment de l'immense manoir qu'il achetait, les regardant dangereusement gonfler leur vie comme un mince ballon trop tendu. Et chaque semaine, pendant ma pause déjeuner de 30 minutes dans l'entrepôt bruyant, je m'asseyais dans ma voiture chaude et parlais doucement avec Vespé sur un téléphone prépayé. Nous avons méticuleusement finalisé les fiduciaires indépendants. Nous avons soigneusement structuré les implications fiscales complexes. Nous avons lourdement fortifié chaque mur légal autour de l'héritage de ma grand-mère. Vespé a rédigé la fiducie blindée à la perfection absolue. C'était un chef-d'œuvre de défense juridique. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était de survivre et d'attendre mon 18e anniversaire. Le piège était parfaitement tendu. Si vous ressentez la tension de cette histoire et que vous souhaitez voir comment le piège de Saskia se déroule, pensez à soutenir la chaîne. L'horloge du micro-ondes indiquait 8h50 du matin. J'étais debout près du grand îlot de cuisine, tenant une tasse en céramique très ébréchée remplie de café torréfié bon marché et foncé que j'avais préparé moi-même. Le goût amer me ramenait à la réalité, gardant mon esprit agité concentré sur le présent immédiat. La lumière du soleil filtrait enfin à travers les immenses fenêtres du sol au plafond, illuminant les grains de poussière dansant dans l'air et soulignant l'arrogance absolue qui émanait de mes parents. Mon père, Orson, vibrait pratiquement d'une excitation à peine contenue.
il avait déjà terminé son 3e expresso et arpentait actuellement agressivement la longueur de la cuisine, ses chaussures en cuir poli claquant sèchement contre le carrelage importé coûteux. Il n'arrêtait pas de sortir son téléphone de la poche de son costume sur mesure, d'allumer l'écran, de vérifier l'heure et de le remettre. Il ressemblait à un homme debout sur la ligne d'arrivée d'un marathon qu'il n'avait pas réellement couru, attendant de recevoir une médaille d'or massif. Ma mère, Mire, était assise à la table à manger en verre, surlignant agressivement une énorme pile de documents immobiliers. Elle portait un blazer blanc parfaitement coupé, ses cheveux impeccablement bruchés. Elle planifiait déjà son tour de victoire autour du country club local, visualisant la conversation incroyablement suffisante qu'elle allait avoir avec les autres riches femmes au foyer qu'elle voulait si désespérément impressionner. Calista se prélassait sur le canapé en lin blanc incroyablement cher dans le salon adjacent, faisant défiler son téléphone sans réfléchir. Elle ignorait activement l'énorme transaction financière imminente qui était censée financer son style de vie complètement inutile pour le reste de sa vie naturelle. Elle était occupée à regarder des nuanciers de peinture incroyablement chers pour le nouveau manoir, débattant à voix haute entre une teinte appelée murmure arctique et une autre appelée matin glaciaire. Saskia, aboya soudainement mon père, arrêtant son manège pour pointer un doigt lourd vers moi. Je veux que tu montes chercher ton permis de conduire et ta carte de sécurité sociale. L'équipe de gestion de patrimoine aura besoin d'une pièce d'identité secondaire lorsque nous exécuterons numériquement le transfert du fonds familial dans environ 10 minutes. Ne traîne pas là-dessus. J'ai pris une lente et délibérée gorgée de mon café amer. Le liquide chaud m'a brûlé le fond de la gorge d'une manière très satisfaisante. Je n'ai pas bougé d'un seul muscle. Je suis juste resté là, appuyé nonchalamment contre le comptoir en granit frais, à le regarder. Tu m'as entendu, lança-t-il, son faux sourire étudié s'effaçant une fraction de seconde, révélant le monstre toxique et exigeant en dessous. Joyeux anniversaire, ma grande. Maintenant, il est officiellement temps de signer ces papiers de transfert pour le fonds familial. Va chercher tes papiers d'identité tout de suite. J'ai levé les yeux vers l'horloge numérique du micro-ondes. 8h55. Encore 5 minutes. Le silence absolu de mon côté de la cuisine semblait finalement irriter ma mère. Elle a laissé tomber son surligneur jaune vif et m'a foudroyé du regard. Saskia, ne gâche pas cette matinée avec ton attitude têtue habituelle, siffla Mire, sa voix dégoulinant d'un venin et d'une condescendance extrême. Nous avons un emploi du temps incroyablement serré aujourd'hui. Le pré-relais pour la nouvelle propriété de Calista se finalise à exactement 9h15 et mes prêteurs commerciaux attendent le virement final de vérification des actifs. Monte. J'ai tracé le bord de ma tasse de café avec mon pouce. L'anticipation était une chose vivante et respirante à l'intérieur de ma poitrine. J'avais l'impression de me tenir en sécurité derrière une épaisse vitre par balle, regardant un énorme train de marchandises s'approcher rapidement d'un mur de béton. Il n'avait absolument aucune idée que la voie avait été entièrement détruite des heures auparavant. Je pense que je vais juste rester ici, dis-je doucement, ma voix complètement dépourvue de toute émotion. Je ne veux vraiment pas manquer ça. Mon père laissa échapper un soupir lourd et frustré, secouant la tête. Tu es incroyable. 18 ans et tu te comportes encore comme une enfant capricieuse. Très bien, je vais simplement demander aux avocats d'envoyer le portail de signature numérique directement sur ton téléphone. Il a de nouveau sorti son téléphone. 8h58. Calista s'est plainte bruyamment depuis le canapé que le Wi-Fi était lent. Mire a organisé agressivement ses documents frauduleux en une pile soignée. J'ai siroté mon café et j'ai regardé les chiffres verts lumineux de l'horloge du micro-ondes passer lentement à 9h. L'heure du bourreau était officiellement arrivée, et ils étaient sur le point de monter à l'échafaud. L'horloge numérique du micro-ondes a silencieusement affiché 9h du matin. Pendant 30 secondes terribles et angoissantes, absolument rien ne s'est passé. La maison est restée silencieuse, à l'exception du faible bourdonnement du réfrigérateur et de la vidéo agaçante de Calista qui jouait bruyamment sur son téléphone. Puis, soudain, le silence oppressant a été violemment brisé. Le téléphone de mon père a sonné. Ce n'était pas sa sonnerie joyeuse habituelle, mais le son strident et exigeant qu'il attribuait à ses contacts professionnels les plus prioritaires. Il s'est instantanément redressé, lissant sa cravate en soie, sa poitrine se gonflant d'une fierté écrasante. Il a balayé agressivement l'écran et a mis l'appel sur haut-parleur pour que ma mère puisse entendre la glorieuse nouvelle. Balthazar, a pratiquement crié mon père, sa voix résonnant bruyamment contre les hauts plafonds. Bonjour.
Je suppose que vous appelez pour confirmer le virement entrant afin que nous puissions enfin conclure la vente de la propriété. Il y a eu une pause lourde et suffocante à l'autre bout du fil. Quand Balthazar, le directeur principal de la succursale de l'énorme banque commerciale, a finalement parlé, sa voix était complètement dépourvue du ton amical et déférent habituel du service client. Elle était froide. Elle était incroyablement clinique. Orson, dit Balthazar platement. Le virement automatique depuis le compte en fiducie spécifié a été agressivement rejeté par l'institution détentrice il y a exactement 2 minutes. Nous avons immédiatement lancé le protocole d'autorisation secondaire et l'ensemble de la transaction a été catégoriquement refusé. Mon père a éclaté d'un rire sec et incroyablement confus. Il a regardé ma mère dont le stylo s'était soudainement arrêté de bouger sur ses papiers. Refusé ? Balthazar, c'est complètement impossible. Les fonds sont officiellement arrivés à échéance à minuit hier soir. Il y a 8 500 000 $ sur ce compte. Revérifiez les numéros de routage. Vous devez avoir fait une erreur de transcription. Je n'ai pas fait d'erreur, Orson, répondit Balthazar, son ton se durcissant considérablement. L'institution détentrice nous a informé que les fonds spécifiés n'existent plus sur ce compte. De plus, la demande de prêt-relais que vous avez poussée agressivement en utilisant ces fonds spécifiques comme garantie est officiellement suspendue dans l'attente d'une enquête immédiate pour fraude. Vous n'avez absolument aucun capital liquide pour soutenir cet achat massif. Les vendeurs ont été informés et votre acompte de 100 000 $ est maintenant susceptible d'être confisqué. La couleur a rapidement et violemment quitté le visage de mon père. Il avait l'air d'avoir été physiquement frappé à l'estomac avec une lourde batte de baseball. Sa mâchoire s'agitait agressivement, mais absolument aucun son ne sortait. Avant même qu'il ne puisse tenter de formuler une réponse pathétique, le téléphone de ma mère a commencé à vibrer agressivement sur la table en verre. Elle le fixa comme si c'était un serpent très venimeux. Elle a lentement tendu une main violemment tremblante et a répondu, le tenant fermement contre son oreille. J'ai observé attentivement son visage. La transformation était absolument incroyable. La femme au foyer arrogante et suffisante du country club a disparu en quelques secondes. Son maquillage parfaitement appliqué ressemblait soudain à un masque bon marché alors que sa peau devenait d'une pâleur fantomatique et maladive. « Comment ça, la garantie n'existe pas ?» murmura ma mère dans le téléphone, sa voix se brisant lourdement sous le coup d'une terreur soudaine et écrasante. J'ai soumis les documents officiels. L'héritage est entièrement garanti. Vous ne pouvez pas suspendre mon prêt commercial. J'ai déjà signé les contrats contraignants. Elle a laissé tomber le téléphone. Il a heurté la table en verre avec un craquement sec et terrifiant. Elle a levé les yeux vers mon père, ses yeux écarquillés par une panique absolue et pure. Le compte est gelé, a soudainement crié mon père, sa voix perdant complètement son vernis de vendeur mielleux, remplacé par un désespoir brut et frénétique. Il a violemment frappé ses mains sur l'îlot de cuisine. Quelqu'un à la banque a complètement merdé. Tout le compte est gelé. J'ai posé ma tasse en céramique très doucement sur le comptoir en granit. Le léger clic a semblé incroyablement fort dans la cuisine soudainement morte et silencieuse. Calista avait finalement arrêté de regarder son téléphone et se tenait maintenant dans l'embrasure de la porte, fixant nos parents avec une profonde confusion et une peur croissante. J'ai regardé directement dans les yeux violemment paniqués de mon père. « Non, papa » ai-je souri, ma voix incroyablement calme, claire et stable. Le compte n'est pas gelé. Il est verrouillé, et tu n'as pas la clé. La cuisine a plongé dans un silence terrifiant et absolu. Mon père a arrêté de respirer. Ma mère me fixait, la bouche légèrement ouverte, complètement incapable de traiter les mots que je venais de prononcer. Calista serrait nerveusement sa coûteuse robe de chambre en soie, ses yeux allant et venant entre nous. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» a finalement chuchoté mon père, sa voix tremblant d'un mélange de choc profond et de colère montante. « Comment ça, il est verrouillé ? Saskia, qu'as-tu fait exactement ? » J'ai calmement croisé les bras sur ma poitrine, m'appuyant lourdement contre l'îlot. « J'ai fait exactement ce que vous deux essayez désespérément de faire depuis 3 ans, dis-je en gardant mon ton complètement égal. J'ai légalement pris le contrôle de mon héritage. À exactement 4h04 ce matin, j'ai transféré électroniquement l'intégralité des 8 500 000 $ dans une fiducie complètement aveugle et irrévocable. Vous ne pouvez pas y toucher. Vous ne pouvez pas emprunter contre elle. Et vous ne pouvez certainement pas l'utiliser pour acheter un manoir massif à Calista. La réalité de la situation les a violemment frappés.
L'illusion de leur immense richesse s'est complètement brisée en 1 million de morceaux tranchants sur le sol de la cuisine. Petite garce, a soudainement crié ma mère, sa voix aiguë et totalement hystérique. Elle s'est jetée en avant, frappant ses mains sur la table. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? J'ai légalement obtenu un prêt commercial massif contre cet argent spécifique. J'ai signé des documents juridiques contraignants. Si je ne vire pas ces fonds avant midi aujourd'hui, je serai en défaut. Je perdrai complètement ma licence immobilière et je perdrai mon emploi. Mon père a rugi, son visage devenant d'une teinte violette profonde et terrifiante. J'ai personnellement garanti ce prêt relais massif par l'intermédiaire des partenaires financiers secondaires de mon entreprise. Tu vas te connecter à ce portail tout de suite. Tu vas dissoudre cette fiducie ridicule et tu vas virer l'argent. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas reculé. Pour la toute première fois de mes 18 années d'existence, ils m'ont regardé et ont vu une terreur absolue au lieu d'un paillasson pratique. Je ne peux pas la dissoudre, ai-je déclaré simplement, les regardant se débattre désespérément contre le piège que j'avais soigneusement construit. Elle est légalement irrévocable. Mon avocate, Vespé, l'a spécifiquement conçue pour être entièrement à l'épreuve des balles contre ce type exact d'extorsion financière. L'argent est en permanence hors de ma portée immédiate, et il est entièrement hors de la vôtre. Mon père a agressivement contourné l'îlot, envahissant complètement mon espace personnel, essayant d'utiliser sa taille physique pour m'intimider agressivement, exactement comme il l'avait fait pendant toute mon enfance. Tu vas arranger ça, Saskia, a-t-il menacé, sa voix tombant à un grognement dangereux et violent. Ou je jure devant Dieu que je ferai de ta vie un enfer. Je te jetterai à la rue. Je te poursuivrai en justice pour tout ce que tu vaux. J'ai levé les yeux vers lui, sans aucune crainte. J'ai lentement sorti de la poche arrière de mon jean un morceau de papier épais soigneusement plié. Je l'ai soigneusement déplié et l'ai fait glisser sur le comptoir en granit vers lui. C'était une photocopie de haute qualité du document de prêt commercial exact que ma mère avait négligemment laissé sur le comptoir des mois auparavant. Le document où elle avait intentionnellement falsifié mes actifs. Ma mère a laissé échapper un hoquet d'horreur aiguë en reconnaissant sa propre écriture bouclée sur la ligne de déclaration d'actifs frauduleuse. Tu peux essayer de me poursuivre en justice, dis-je, ma voix tombant à un murmure glacial et impitoyable. Mais si tu essaies de m'emmener au tribunal, ou si tu essaies de te venger financièrement contre moi de quelque manière que ce soit, j'apporterai immédiatement ce document magnifiquement falsifié ainsi que les enregistrements audio que j'ai de tes conversations sur le pré-relais directement au FBI. Commettre une fraude hypothécaire fédérale massive entraîne une très longue peine de prison. Mon père a fixé intensément le papier. La colère violente s'est immédiatement drainée de lui, rapidement remplacée par une défaite absolue et écrasante. Il a lentement reculé, ses mains tremblant violemment. Ma mère s'est lourdement effondrée sur sa chaise, enfouissant son visage dans ses mains et sanglotant de manière incontrôlable. L'enfant en or, Calista, a finalement réalisé qu'elle n'aurait pas son manoir, et elle a commencé à se lamenter bruyamment et pathétiquement dans l'embrasure de la porte. J'ai ramassé mes clés dans le bol. J'avais finalement gagné. Considérez-le comme un petit badge d'honneur spécial montrant que vous êtes arrivé à la meilleure partie. Je m'assurerai personnellement d'aimer et de répondre à chaque commentaire qui inclut la vérité. Maintenant, revenons aux conséquences finales. Les suites immédiates de la confrontation matinale furent un mélange toxique et suffocant de panique chaotique et de silence incroyablement hostile. Je suis sorti directement de la cuisine, ignorant entièrement les sanglots hystériques de ma mère et la respiration lourde et vaincue de mon père. Je suis monté, j'ai sorti un grand sac de sport en toile bon marché du fond de mon placard et j'ai commencé à emballer rapidement mes vêtements. J'avais déjà discrètement signé un bail pour un petit studio incroyablement bon marché près de l'entrepôt logistique il y a 3 jours. Alors que j'enfonçais agressivement mes lourdes bottes à embout d'acier dans le sac, mon téléphone s'est mis à vibrer violemment sur le matelas. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. C'était tante Altia, le singe volant ultime, la manipulatrice émotionnelle désignée de la famille, parfaitement entraînée par mes parents pour imposer agressivement la conformité chaque fois que quelqu'un osait sortir du rang. J'ai accepté l'appel et l'ai mis sur haut-parleur, continuant à emballer mes maigres affaires. Saskia, la voix de tante Altia a instantanément crié à travers le petit haut-parleur, dégoulinant d'une fausse préoccupation très exagérée, masquant une colère profonde et venimeuse. Ta pauvre mère vient de m'appeler complètement en hyperventilation. Que as-tu fait à ta famille, pour l'amour du ciel? Je ne leur ai absolument rien fait, Altia, ai-je répondu calmement, en fermant une poche latérale.
J'ai simplement assuré mon propre avenir financier. Ils ont pris des décisions financières horribles et illégales en se basant entièrement sur de l'argent qu'ils n'ont jamais possédé. Comment peux-tu être si incroyablement égoïste, a-t-elle exigé bruyamment, sa voix montant en ton. Ce sont tes parents. Ils t'ont élevé. Ils t'ont donné un toit. Tu as des millions de dollars qui traînent et tu vas littéralement laisser ta propre chair et ton propre sang perdre complètement leur maison et leur dignité. Tu es un monstre cruel et sans cœur, Saskia. La famille est censée s'entraider. J'ai arrêté de faire mes bagages une seconde. J'ai regardé le papier peint bon marché qui s'écaillait dans ma chambre d'enfant. J'ai pensé aux années interminables où j'ai été entièrement ignoré, constamment rabaissé et traité comme un fardeau très irritant. La famille est censée t'aimer, Altia, dis-je froidement. Pas te considérer agressivement comme un guichet automatique. S'ils perdent tout, c'est uniquement à cause de leur propre cupidité démesurée. N'appelle plus jamais ce numéro. J'ai raccroché violemment et j'ai immédiatement bloqué son contact ainsi que les numéros de 3 autres parents qui avaient déjà commencé à m'envoyer des SMS agressifs et culpabilisants. Ils pensaient sincèrement qu'en m'isolant agressivement, en me traitant de non toxique et en utilisant la loyauté familiale comme une arme, ils briseraient ma résolution. Ils ont complètement échoué à réaliser qu'en brûlant violemment ces ponts, ils me tendaient simplement les clés permanentes de ma liberté absolue. J'ai attrapé mon lourd sac de sport, l'ai jeté sur mon épaule et suis redescendu. La maison semblait maintenant entièrement différente. On aurait dit un immense navire en train de couler. Mon père était assis complètement immobile sur le canapé coûteux, fixant le mur d'un air absent, se rongeant agressivement l'ongle du pouce. Ma mère arpentait frénétiquement la cuisine, criant agressivement à quelqu'un au téléphone, essayant désespérément de mendier une prolongation massive pour un prêt qui était déjà mort et enterré. Calista était assise dans les escaliers, pleurant bruyamment sur sa vie esthétique ruinée. En passant devant elle, elle m'a foudroyé du regard avec une haine pure et sans mélange. « Tu as ruiné toute ma vie », a-t-elle sifflé avec véhémence, son visage taché de mascara coûteux. Je me suis arrêté en la regardant, ses mains parfaitement manucurées. « Je n'ai rien ruiné, Calista, dis-je doucement. J'ai juste arrêté de payer pour ça. Bienvenue dans le monde réel. Tu devrais peut-être apprendre à remplir une demande d'emploi. » Je suis sorti par la lourde porte d'entrée en acajou, le bois massif se refermant fermement derrière moi. Je suis monté dans ma vieille berline, j'ai tourné la clé et j'ai écouté le moteur démarrer en bégayant. En sortant de la longue allée pavée pour la toute dernière fois, je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. J'ai juste conduit vers le parc industriel, vers mon appartement bon marché, vers un avenir qui était enfin entièrement le mien. 3 mois ont passé. L'automne a agressivement dépouillé les feuilles des arbres autour de mon petit studio, et les graves conséquences de la fraude financière massive de mes parents les ont finalement rattrapés avec une vélocité terrifiante et absolue. Je n'ai jamais complètement coupé le contact avec mon avocate, Vespé. Elle m'a tenu discrètement informé des retombées publiques, me protégeant entièrement des éclats juridiques violents que mes parents généraient. La banque commerciale que Balthazar gérait a fait exactement ce qu'elle avait promis. Ils ont agressivement saisi la compte de 100 000 $ que mon père avait frauduleusement versé pour le manoir massif de Calista. Mais l'hémorragie financière ne s'est pas arrêtée là car mon père avait, de manière incroyablement stupide, utilisé sa propre entreprise de fourniture de cuisine commerciale comme garant secondaire et fortement endetté pour le prêt relais frauduleux. Ses patrons ont découvert son immense négligence financière presque immédiatement. Il a été sans cérémonie dépouillé de son puissant titre de directeur régional, agressivement rétrogradé à un poste de vente de base et de bas niveau dans un territoire complètement différent et beaucoup plus petit, et forcé d'accepter une réduction de salaire massive et humiliante. L'homme qui avait passé toute sa vie à se vanter de son pouvoir en entreprise était maintenant en train de faire désespérément du démarchage téléphonique auprès de restaurants bon marché, essayant de vendre des friteuses à prix réduit. La punition juste de ma mère a été considérablement plus sévère. Les prêteurs commerciaux qu'elle avait activement tenté de frauder avec ses déclarations d'actifs falsifiés l'ont agressivement signalé à l'ordre des agents immobiliers de l'État. Bien qu'ils aient finalement décidé de ne pas engager de poursuites pénales fédérales, probablement parce qu'ils ont réalisé qu'ils ne récupéreraient jamais les frais juridiques massifs d'une femme complètement en faillite, ils ont révoqué de manière permanente et publique sa licence immobilière. Il lui a été complètement interdit de pratiquer à nouveau l'immobilier. La femme au foyer incroyablement suffisante du country club qui méprisait mon travail à l'entrepôt était maintenant complètement au chômage, totalement déshonorée et complètement bannie par ses amis riches et superficiels. Sans le revenu de ma mère et avec le salaire agressivement réduit de mon père,
leur immense château de cartes s'est instantanément effondré. Les banques ont agressivement saisi leurs maisons de luxe lourdement hypothéquées. Leurs voitures de luxe en leasing ont été violemment reprises au milieu de la nuit. Ils ont finalement été contraints de déménager dans un minuscule appartement de 2 chambres incroyablement exigu dans la lointaine périphérie industrielle de la ville. Quant à Calista, l'enfant en or a finalement fait face à la réalité. Sans nos parents pour financer constamment son style de vie complètement inutile, elle a été forcée de vendre agressivement sa collection massive de sacs et de chaussures de créateurs en ligne juste pour pouvoir s'offrir des produits d'épicerie de base. Elle a finalement dû prendre un emploi très exigeant de barista dans un café local, restant debout 8 heures par jour, faisant enfin l'expérience du genre de travail acharné pour lequel elle s'était vicieusement moquée de moi. L'incroyable ironie poétique de toute la situation ne m'a pas échappé. L'immense fausse richesse qu'ils avaient agressivement tenté de construire en volant mon avenir a été entièrement incinérée par leur propre cupidité démesurée. Pendant ce temps, ma vie s'est rapidement épanouie d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Avec les brillants conseils juridiques de Vespé, le fiduciaire indépendant a agressivement investi les 8 500 000 $ dans des obligations municipales et des fonds indiciels très stables et à long terme. Je n'ai pas acheté de manoir. Je n'ai pas acheté de voiture de sport de luxe. Au lieu de cela, j'ai soigneusement utilisé un petit pourcentage très contrôlé des immenses dividendes annuels de la fiducie pour investir massivement dans mon propre avenir professionnel. J'ai officiellement quitté mon emploi à l'entrepôt logistique et j'ai utilisé le capital pour lancer activement ma propre entreprise de courtage de fret indépendante. J'ai loué un petit espace de bureau commercial très efficace, j'ai embauché 2 répartiteurs incroyablement expérimentés et j'ai commencé à construire agressivement mon propre empire d'entreprise. Je travaillais 14 heures par jour, négociant intensément des tarifs d'expédition massifs, gérant agressivement des chaînes d'approvisionnement complexes et consacrant toute mon énergie à une entreprise très rentable que je possédais entièrement. Les lourdes callosités sur mes mains sont restées, mais elles n'étaient plus les marques permanentes d'un bouc émissaire. C'étaient les insignes fiers et indéniables d'une femme farouchement indépendante qui avait réussi à construire sa propre vie sur les cendres d'une famille toxique. Je ne les avais pas détruits. Leur propre cupidité a construit la bombe. J'ai simplement refusé de la désamorcer. Cela fait exactement 2 ans depuis ce matin fatidique dans la cuisine. Mon entreprise de logistique connaît maintenant un succès fou, gérant des contrats régionaux massifs qui rapportent des revenus importants et complètement indépendants. Je vis dans une belle et tranquille maison avec un grand jardin entièrement financé par mon propre travail acharné, laissant la masse de la fiducie complètement intacte et croissant agressivement pour mes futurs enfants. Je n'ai pas vu mes parents depuis le jour où j'ai quitté cette maison. Vespé gère toute correspondance juridique très agressive qu'ils tentent de m'envoyer, qui consiste principalement en des demandes incroyablement pathétiques et désespérées de prêts d'urgence qui sont instantanément et définitivement rejetés par le fiduciaire indépendant. Cependant, tard la nuit dernière, alors que j'étais assise sur mon porche arrière à boire une tasse de camomille, mon téléphone a vibré. C'était un numéro inconnu, mais quelque chose en moi m'a dit de répondre. Saskia, a demandé une voix très hésitante et incroyablement faible. C'était Calista. Je suis restée complètement silencieuse, écoutant simplement le lourd grésillement de la ligne. Je viens de finir un quart de travail de 10 heures au café, balbutia Calista, sa voix dépourvue de toute la confiance arrogante et toxique qu'elle avait l'habitude d'utiliser contre moi. Mes pieds saignent violemment. Je peux à peine payer mon loyer ce mois-ci. Maman et papa se crient constamment dessus agressivement dans leur minuscule appartement. C'est un cauchemar complet, Saskia. J'ai pris une longue gorgée de mon thé chaud. Qu'est-ce que tu veux exactement, Calista, ai-je demandé platement. Je veux m'excuser agressivement, dit-elle. Et pour la toute première fois de ma vie, elle semblait réellement pleine de remords. J'ai été horrible avec toi. Nous l'avons tous été. Nous t'avons complètement prise pour acquise. Nous t'avons agressivement traité comme une ordure parce que nous pensions être entièrement intouchables. Je suis tellement incroyablement désolé. J'ai besoin d'un tout petit peu d'aide. Juste un petit prêt pour passer le mois. J'ai levé les yeux vers le ciel nocturne calme et paisible. J'ai ressenti une brève et infime pointe de pitié pour l'enfant en or qui était complètement tombé en disgrâce. Mais elle a été instantanément remplacée par la réalité froide et dure de tout ce qu'elle m'avait fait. Les actions ont des conséquences graves et permanentes. Calista, dis-je doucement, ma voix entièrement dépourvue de colère, mais complètement dépourvue de sympathie. Tu as agressivement passé toute ta vie à participer à mon humiliation quotidienne.
Tu as applaudi avec enthousiasme quand ils ont essayé de voler mon indépendance. J'accepte tes excuses, mais je ne financerai pas complètement ton rétablissement. Tu dois apprendre à payer agressivement pour ta propre vie, tout comme je l'ai fait. J'ai raccroché le téléphone et j'ai définitivement bloqué le numéro. J'avais l'habitude de penser que la vengeance ultime devait être incroyablement bruyante, violemment destructrice et profondément chaotique. Je pensais que cela signifiait leur crier agressivement au visage et déchirer leur vie à main nue. Mais alors que j'étais assise là, dans le silence paisible d'une vie qui m'appartenait entièrement, j'ai réalisé la vérité absolue. Ma vengeance a été la chose la plus silencieuse et la plus subtile que j'ai jamais faite. C'était simplement de refuser d'être leur victime permanente. C'était de reprendre le pouvoir lourd et incroyable de décider complètement de mon propre avenir et de les forcer à affronter violemment la réalité absolue de leurs propres choix toxiques. Je suis parti. Je me suis farouchement protégé et j'ai laissé leur propre cupidité démesurée les réduire en cendres. Ma famille m'appelle encore agressivement un monstre sans cœur à quiconque veut bien l'entendre, prétendant que je les ai malicieusement laissés tout perdre juste pour protéger un énorme compte en banque. Alors je me tourne directement vers vous. Dites-moi, avais-je complètement tort de partir agressivement et de me protéger farouchement ou aurais-je dû sacrifier mon indépendance et payer leurs dettes frauduleuses massives?